Bien, donc là, on va aborder le dernier chapitre du cours de statique, la résistance au roulement. Alors, pour mettre en évidence ce phénomène, je vais prendre un cylindre homogène d'axe GZ, et donc en contact avec un plan, ici, alors le cylindre est repéré 2, le plan repéré 1, et je vais chercher par une force comme ceci, vous voyez, ici à gauche, là, hein, je vais chercher à le faire tourner, donc à le déplacer sur le plan. Alors, si la liaison est parfaite ici, hein, on est d'accord, donc là on va avoir un contact de type linéique, hein, c'est une liaison donc cylindre-plan. Et alors, dès qu'on pousse avec le moindre effort, eh bien on va avoir mouvement, hein, de 2 par rapport à 1. Mais ici, évidemment, hein, pour la résistance au roulement, on va considérer une liaison qui n'est pas parfaite. Et donc, ici, il va y avoir écrasement au niveau du contact entre 2 et 1. Et on va avoir donc un contact de type surfacique. Alors, oui, là, on va considérer le système plan, d'accord, au sens de la statique. C'est-à-dire qu'on va appliquer l'effort ici au milieu de la longueur, hein, du cylindre, donc, et puis donc l'effort on va l'appliquer à la hauteur du point G, hein, d'accord, donc le support va passer par G ici, de cette force. Et on va la faire croître, hein. Alors au début, donc quand elle est très faible, il n'y a pas de mouvement. D'accord? Donc il y a une résistance au roulement. Et puis donc quand on va augmenter l'effort, on va arriver jusqu'à un seuil où là on va être sur le point de basculer. Et on va faire les calculs à ce niveau-là. Donc quand on est sur le point de basculer, on est encore en statique évidemment. Et puis ensuite quand on pousse un tout petit peu plus fort, eh bien il y a un mouvement. Alors en fait, donc ici, la surface là, de contact, quand on pousse, vous voyez ici, elle se déplace à la droite du point A qui se situe, vous voyez, à la verticale du point G, là. Hein. Voilà. Et ensuite, quand on bascule, on va basculer autour d'un point A' qui se situe à l'extrémité de cette surface de contact. Et donc, ici, là, on va avoir donc l'action de 1 sur 2 qui va se caractériser par un torcheur de type glisseur avec ici un moment nul au point A'. Hein, et puis donc le support de la résultante qui va passer par le point G. Car on a donc le solide 2 qui est soumis à 3 actions mécaniques modélisées par des glisseurs. Et on sait que dans ce cas, les 3 résultantes, soit elles sont parallèles entre elles, ou comme c'est le cas ici, elles se coupent en un même point qui est évidemment le point G. Puisqu'on a déjà F et P qui se coupent en G. Donc la troisième, donc l'action, la résultante, le support donc, de la résultante de 1 sur 2 va aussi passer par le point G. Bon voilà, ça permet de poser le problème. Donc on isole 2. Alors ce que l'on veut, c'est déterminer cette longueur, état, vous voyez, et on va passer par un calcul de statique. Donc on va se mettre à l'équilibre, à la limite de la rupture d'équilibre. D'accord? Donc on connaît F, qui permet donc de mettre en mouvement, voilà. Hein. Et à partir de cette force, on va calculer état, la longueur. Donc bilan des actions mécaniques extérieures à 1. À 2, pardon. À 2. J'isole le cylindre. Donc on a 3 actions mécaniques, hein, d'accord, modélisées par des glisseurs. Donc torseur de extérieur en G sur 2, hein, ici, donc pour caractériser l'effort de poussée. Donc on le calcule en G, hein. On a un glisseur, donc ici en G le moment est nul. Et puis donc, alors norme de F, je dis que c'est égal à F, donc ça permet d'alléger l'écriture, ça donne Fx pour la résultante. Ensuite pour le poids, l'action de la pesanteur, donc torseur de G sur 2, égale, donc au centre de gravité le moment est nul, et le poids, norme du poids est égal à P,
Donc ici, on va avoir moins PY. Voilà. Et puis ensuite, le torseur de l'action de 1 sur 2 égale. Alors là, comme je viens de vous dire, je me mets au point A' où le moment est nul. D'ailleurs, on aurait pu se mettre aussi au point G. Hein. Mais je me mets au point A' pour faire apparaître ensuite dans les calculs au moment la longueur état que je veux calculer. Et puis alors, la résultante, en fait, possède deux composantes. Une composante normale et tangentielle. Alors bon, là, je ne vais pas m'embêter. Alors, la composante tangentielle, je vais l'écrire comme ceci. Bon, on peut l'écrire porté par moins x, comme ceci. On peut se servir de la norme, en fait. Hein. Allez, je vais me servir de la norme. Donc, on va avoir moins norme de t de 1 sur 2 x, d'accord? Et puis, plus norme de n de 1 sur 2 y. Voilà. Il y a un moins. Voilà, on peut passer par la norme. Alors, ensuite, donc on applique le PFS, comme j'ai dit, hein, à 2, hein, à la limite de la rupture de l'équilibre, donc on est à l'équilibre. Donc PFS appliqué à 2. Donc oui, le PFS nous dit que la somme des torseurs égale torseur nul. Ensuite, alors, théorème de la résultante. Alors, théorème de la résultante, pour les besoins des calculs, on n'aura besoin que de la projection, donc en projection sur Y. Et ça nous donne, donc ici, n, norme de n de 1 sur 2, moins P, égale 0, donc égale P. Voilà. Ensuite, théorème du moment. Alors, je vais le calculer au point A, le moment. Donc, vous voyez, là, ici, donc, moment A de... Alors, je ne vais pas calculer celui-ci, hein, d'accord, puisque le support du poids, il passe par le point A. Bon, donc il est nul ce moment, vous voyez, c'est pas la peine de faire des calculs qui s'avèreront inutiles. Ensuite, même chose là, vous voyez, quand on calcule le moment en A de 1 sur 2, eh bien là on va avoir un terme nul, hein, puisque la composante tangentielle, hein, le support de cette composante passe aussi par le point A. Donc en fait il y a deux moments à calculer, celui-ci, f, x, vectoriel, GA, donc moins RY, plus, donc, vectoriel A', et donc A', A', c'est égal à moins état x. Et ça, c'est égal à vecteur nul. D'où donc moins RF plus état égale 0. Là, on passe une équation scalaire, puisque les deux moments, évidemment, sont portés par Z, hein, puisqu'on a affaire à un système plan. Donc, ça nous donne état, ça implique donc état, ce que l'on recherche, hein, d'accord, c'est égal donc à RF sur la norme de n qui est égale à P. Voilà, donc on connaît état à partir de ce que l'on connaît, donc le rayon, évidemment, caractéristique géométrique, le poids, on connaît, puis F, hein, on mesure cette force. Voilà. Donc, on a état. Alors, une remarque pour la suite. Donc, ça, vous voyez, ce moment-là, c'est ce qu'on appelle le moment de résistance au roulement.
Et état, ici, hein, c'est ce qu'on appelle le coefficient de résistance au roulement. D'accord? Donc ça, en fait, ce terme apparaît, évidemment, c'est ce moment qui s'oppose au mouvement de roulement. Et donc, état, coefficient de résistance au roulement, hein, c'est une distance, hein, comme je vous ai dit, hein, qui s'exprime donc en mètres. Alors, un exemple, oui, pour une route automobile sur une route goudronnée, eh bien, il est égal à 0,03 mètres. Alors, attention, hein, parce que quand je vous dis ça, c'est bon, dans un document, je trouve ça, mais après, si vous prenez un autre document, vous trouverez une autre valeur, alors peut-être proche de celle-ci, hein, tout dépend des conditions dans lesquelles sont effectués les essais. Et ça peut changer évidemment d'un essai à un autre, c'est des essais empiriques. Hein. Voilà. Bon, donc maintenant on va retenir ça, vous voyez, pour la suite, puisque maintenant on va donc passer aux lois de la résistance au roulement. Alors il y en a deux, hein, comme pour le cas du frottement, hein, les lois de Coulomb concernant le frottement, rappelez-vous. Donc, premier cas, dans le cas où on a mouvement, et deuxième cas, lorsqu'il n'y aura pas de mouvement. Donc, premier cas, mouvement. Alors ici, ce qui va nous intéresser au niveau du mouvement, eh bien, ça va être le vecteur rotation de roulement. Et le moment, hein, que l'on vient de calculer, dont je viens de vous parler, alors, qui est porté par Z. Donc on va aussi l'appeler moment tangentiel de résistance au roulement, et bien il va s'opposer au vecteur rotation de roulement. Alors attention, hein, quand je dis s'opposer, hein, il faut faire attention aux indices. Donc ici on s'intéresse à l'action de 1 sur 2. Donc il va s'opposer au vecteur rotation de roulement de 2 par rapport à 1. D'accord? Donc premier cas, je prends le vecteur rotation donc, de roulement. Je vous rappelle donc c'est un vecteur rotation dit tangentiel aussi, de 2 par rapport à 1, donc différent de vecteur nul. Oui, alors, je vous rappelle que, donc, un vecteur rotation, hein, donc, quand on a un plan tangent comme ceci, commun à deux solides, le vecteur rotation donc, de 2 par rapport à 1 peut être obtenu comme étant la somme de deux vecteurs rotation, l'un qui est normal au plan tangent, qu'on appelle vecteur rotation de pivotement. Alors ici, bon, on fait en sorte qu'il n'y a que du roulement, hein, qu'il n'y ait que du roulement, donc il n'y a pas de pivotement. Et donc un autre qui est situé dans le plan tangent, donc ici porté par Z, d'accord, et qu'on appelle vecteur rotation de roulement, d'accord. Et donc il faut, pour ce premier cas, indiquer donc le moment que l'on vient de calculer, tangentiel, donc d'accord, de résistance au roulement, eh bien s'oppose à ce vecteur rotation de roulement. Donc pour ça, on fait comme pour les lois de Coulomb sur le frottement, dans le cas du glissement, vous savez, on était passé par un produit vectoriel et un produit scalaire. Donc ici, ça va donner, alors là on le fait avec le moment, donc moment, on a, alors tangentiel, je mets un indice T de, alors c'est 1 sur 2, vectoriel, quand oméga de 2 par rapport à 1, égale vecteur nul, voilà, on indique donc ainsi qu'ils sont collinaires, et ensuite le produit scalaire, pour indiquer qu'ils sont donc de sens contraire. Inférieur à 0. Et puis, je rappelle ce qu'on avait tout à l'heure, donc dans le cas du mouvement, alors on s'était mis pour les calculs donc, à la limite du mouvement, mais évidemment, hein, quand il y a un mouvement, on a la même expression, donc ça nous donne le moment en A de 1 sur 2, qui est égal donc à état, fois donc la composante normale de la résultante, d'accord, de l'action de 1 sur 2. Voilà, alors je ne rappelle pas ici, donc ça c'est, oui, effectivement,
le moment de résistance au roulement, et puis ça, ce état, donc c'est le coefficient de résistance au mouvement, au roulement, pardon, qui donc s'exprime en mètres. Roulement. Voilà, et puis deuxième cas, c'est lorsque donc il n'y a pas de mouvement, il y a 0, et bien dans ce cas, évidemment, ici, le moment, eh bien, il va être inférieur, ici, à cette expression. Et alors, on n'a pas exactement le même coefficient, hein. Donc, je vais l'appeler état 0. Voilà, donc ça, c'est dans le cas où il n'y a pas mouvement. Inférieur, excusez-moi, j'ai dit inférieur, j'ai écrit égal. Inférieur, hein. Inférieur ou égal, donc à état 0. Voilà. Et alors oui, pour les calculs, très souvent, hein, pour les calculs, généralement, donc on prend état égal état 0. Voilà. Bon, et puis donc, une petite remarque pour finir. Vous voyez, on pourrait avoir du glissement hein, quand on pousse comme ceci, hein, dans certaines conditions. Et pour qu'il n'y ait pas donc de glissement, hein, vous voyez, pour que quand on pousse, vous voyez, ça ne commence pas à glisser comme ceci, hein, avant de rouler, eh bien, il faut que cet angle bêta, ici, vous voyez, reste inférieur, évidemment, à l'angle phi, hein, rappelez-vous, l'angle donc de frottement, hein, d'accord? Donc alors ici, je rappelle que F, hein, le coefficient de frottement, c'est égal à la tangente de l'angle de frottement, ok? Et la tangente donc de l'angle bêta, évidemment, ici, ça va être égal à état,